Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce dimanche 18 janvier. Sur invitation du général de corps d'armée Jassim Ben Mohamed El Manahi, chef d'état-major des forces armées qatari, le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, entame une visite officielle à l'État du Qatar pour prendre part à la 9e édition de l'exposition et la conférence internationale de Doha sur la défense maritime. À Ain Defla, le secteur de la santé se renforce avec la modernisation de plusieurs structures hospitalières, dont l'hôpital de 240 lits, doté de 21 services d'hospitalisation et de 11 salles d'opération. Il couvre différentes spécialités et assure une prise en charge optimale des malades. Les choix politiques du Makhzen, en particulier la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, continuent de susciter une vive indignation au sein de la population marocaine. À cela s'ajoute l'organisation douteuse de la CAN 2025, une édition minée par les scandales, compromettant ainsi la crédibilité de cette compétition. Et à la fin de ce journal, nous parlerons des innombrables atouts touristiques de notre pays qui ont fait l'objet d'un documentaire récent de la chaîne YouTube True Global. Le documentaire met en avant le tourisme saharien, mais aussi les villes chargées d'histoire comme Constantine ou encore Erdaya. Bienvenue à tous. Je vous le disais il y a un instant, sur invitation du général de corps d'armée Jassim Ben Mohamed El Manahi, chef d'état-major des forces armées qatari, le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame à partir d'aujourd'hui une visite officielle à l'État du Qatar pour prendre part à la 9e édition de l'exposition et la conférence internationale de Doha sur la défense maritime d'Index 2026. Lors de cette visite, le général d'armée aura des entretiens avec les responsables qataris sur les voies et moyens du renforcement de la coopération militaire bilatérale. Santé à présent avec la modernisation de plusieurs structures hospitalières à Ain Defla, dont l'hôpital de 240 lits, un établissement désormais doté d'équipements modernes destinés à assurer une couverture sanitaire optimale au profit des populations de la région. Myriam Ben Abderrahman et Sami Dakhli. L'hôpital de 240 lits de Ain Defla s'impose comme un pôle de santé majeur, doté de 21 services d'hospitalisation et de 11 salles d'opération. Il couvre différentes spécialités et permet une bonne prise en charge des patients. Tous les moyens ont été mobilisés et tout le nécessaire a été fourni. Ils ont mis à notre disposition des IRM et des scanners. Ils font même les greffes de cornée. Grâce aux moyens et aux équipements modernes mis à notre disposition, nous sommes désormais en mesure de prendre en charge des cas complexes que nous orientons auparavant vers les centres hospitalo-universitaires. Grâce aux moyens et aux équipements modernes mis à notre disposition, nous sommes désormais en mesure de prendre en charge des cas complexes que nous orientons auparavant vers les centres hospitalo-universitaires. Le service d'oncologie accueille à son tour quotidiennement de nombreux patients venus de Ain Defla et d'ailleurs pour des séances de chimiothérapie. Pour simplifier les choses aux malades, une unité d'hospitalisation à domicile a été créée. Je suis venue avec ma belle-sœur, elle fait ses soins depuis 3 mois et c'est sa 3e séance de chimiothérapie. Nous avons pu effectuer un scanner. Nous avons désormais beaucoup plus de facilité. On a pris la décision de mettre en place un service d'hospitalisation à domicile pour les personnes en phase terminale. La capacité théorique de l'hôpital est de 240 lits, mais sa capacité réelle dépasse aujourd'hui les 450 lits grâce à 123 médecins expérimentés couvrant différentes spécialités médicales et chirurgicales. Grâce à ses infrastructures et ses équipements, l'hôpital Madjen Ben Mira possède tous les atouts pour devenir un centre hospitalo-universitaire, offrant ainsi de nouvelles perspectives en matière de formation médicale et de soins. Et nous vous emmenons à présent à Tlemcen, au port de Sidi Youcher, l'un des plus grands ports de pêche de l'ouest du pays. Entièrement prêt à accueillir les navires de pêche ainsi que les pêcheurs, il promet de devenir un pôle maritime majeur au service du développement économique de la région. Amin Messaoudi et Meissa Lebouala.
Il figure parmi les plus grands ports de pêche de l'ouest du pays. Le port de Sidi Youcha, situé dans la wilaya de Tlemcen, constitue un pôle économique majeur du secteur halieutique. Il dispose de l'ensemble des installations nécessaires à l'organisation de l'activité de pêche et à la prise en charge des professionnels du secteur. Un transfert partiel du port de Ghazawat est engagé afin de fluidifier les opérations et d'alléger la pression sur les infrastructures. Une phase initiale prévoit le déplacement des navires de l'ancien port vers le port de Sidi Youcha, avec un encadrement rigoureux des opérations. Réalisée selon les normes requises, cette halle amarrée a été achevée l'été dernier. Le port de Sidi Youcha a également été doté d'une grue de levage moderne destinée aux navires de pêche, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles et ses équipements. Un portique de 250 tonnes conforme aux normes internationales, équipé d'une technologie de haute précision, est entièrement fabriqué en Algérie grâce à des compétences nationales. On retrouve dans ce port des ateliers de fabrication que l'on peut voir avec des compétences 100% algériennes. Ce projet s'inscrit dans les efforts de l'État visant à construire et moderniser les infrastructures et à transformer les ports en équipements stratégiques au service de l'économie nationale et de la sécurité alimentaire. Des historiens et chercheurs universitaires algériens et étrangers de renom se sont réunis hier à Alger aux côtés d'acteurs politiques pour participer au colloque organisé en hommage à Hossein Ait Ahmed, figure emblématique de la Révolution. La rencontre a également donné lieu à des analyses et des débats autour de la mémoire nationale, son rôle dans la société et la responsabilité des historiens dans la transmission et l'analyse du passé. Walid Benouis. Historiens, chercheurs et universitaires se sont retrouvés à l'occasion de l'hommage rendu à Hossein Ait Ahmed. Mais au-delà de la figure du Moudjahed, cette rencontre a surtout ouvert un débat plus large sur la mémoire, son impact sur la société et le rôle central de l'historien dans la lecture du passé et la transmission du savoir. Premièrement, il ne faut jamais oublier que l'histoire est une discipline universitaire académique, mais cela n'empêche pas l'historien de participer au débat public, notamment sur ces questions de mémoire et sur ces questions d'identité, parce que ça crée des problèmes actuellement au sein de la société algérienne par rapport à la restitution du passé. Et c'est pour ça que l'historien est là pour non pas corriger ou orienter, mais seulement expliquer, analyser une histoire nationale qui est très importante. La mémoire ne se limite pas à un épisode ou à une période précise. Elle se construit, se transmet et se confronte à des récits multiples, plaçant l'historien face à une responsabilité majeure, raconter le passé sans l'effacer ni le figer. Je pense que le rôle des historiens en général est un rôle fondamental, dans la mesure où, s'ils sont de vrais historiens, ils recherchent la vérité pour, comme on le dit très très régulièrement, éclairer et le présent et l'avenir. Maintenant, il faudrait aussi les écouter pour en tirer des conclusions et des leçons. Si on les écoute pour qu'ils nous racontent l'histoire, bien c'est très très bien. Ça éclaire l'histoire pour les citoyens, mais il faut absolument tirer tous les avantages de cette connaissance. Entre hommage et réflexion, cette rencontre rappelle une évidence. Dans une société traversée par les débats mémoriels, l'histoire reste un repère. Et l'historien plus que jamais, un acteur essentiel de la compréhension du présent.
Les choix politiques du Makhzen, en particulier la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, suscitent une vive indignation au sein de la population marocaine. Ce qui était présenté comme un choix diplomatique s'est avéré comme une coopération accrue dans les domaines militaires, sécuritaires et économiques. Le Maroc offre surtout son soutien logistique à l'entité sioniste en permettant l'acheminement de matériel militaire via ses ports. Walid Benouis et Sami Dakhli. 5 ans après la signature des accords de normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste, le constat est sans appel. Ce qui était présenté comme un simple choix diplomatique s'est progressivement transformé en un alignement militaire et sécuritaire profond avec une entité d'occupation régulièrement accusée de crimes massifs contre les civils. Remuant le couteau dans la plaie, le Makhzen fait fi du rejet des Marocains des accords de la honte. Cette fois en signant un accord militaire en ce début d'année. Une démarche qui s'inscrit dans cette dynamique de fuite en avant. Il illustre une dérive politique qui choque les consciences et heurte de plein fouet les principes historiques de solidarité et de responsabilité régionale. La normalisation maroco-sioniste s'est rapidement muée en une coopération militaire structurée, faite d'échanges sécuritaires, de transferts technologiques et de coordination stratégique. Il ne s'agit désormais plus de relations diplomatiques, mais bien d'un partenariat militaire assumé, conclu à un moment où l'armée sioniste mène une guerre de destruction totale contre des populations civiles qui ne diffèrent en rien des pratiques du Makhzen au Sahara occidental. Ce partenariat ne constitue pas seulement une trahison d'une cause juste, il traduit aussi un profond mépris de la volonté des peuples, y compris celle du peuple marocain, dont une large frange continue de rejeter la normalisation et d'exprimer sa solidarité avec les opprimés. Toujours au Maroc, la CAN 2025, censée célébrer le football africain, est minée par les scandales. Arbitrage contesté, organisation chaotique et ingérence opaque compromettent la crédibilité de cette compétition. Meissa Lebouala. Censée être une vitrine du football africain, cette édition est aujourd'hui rattrapée par une série de polémiques qui fragilisent sa crédibilité et interrogent profondément l'équité de la compétition. À l'occasion de cette coupe, le continent africain a été la risée du monde. Les Marocains sont arrivés à ridiculiser le continent africain, à jeter l'opprobre et le déshonneur sur le continent africain. Oui. Et cela, bien sûr, est un projet bien calculé, bien préparé. Depuis le début du tournoi, les erreurs d'arbitrage se multiplient souvent lors de matchs décisifs. Plusieurs sélections africaines et observateurs dénoncent des décisions contestées, parfois lourdes de conséquences, avec un constat amer. Et figurez-vous que les Africains sont unanimes à dire que c'est la pire CAN qui s'est déroulée ces dernières années, avec de nombreuses provocations, avec un arbitrage choquant. Il ne faudra pas une minute. Donc, non, ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. T'as un défenseur marocain qui met le coude dans la gueule du gars, l'arbitre dit rien. À chaque fois qu'il y a un coup franc pour le Cameroun, le Marocain se met à 1 mètre pour empêcher de jouer vite. Il a jamais fait le ménage. Et il y a évidemment ce fameux penalty. Bon, là, ça s'est vu. Regardez bien l'attitude de l'arbitre. Il est ennuyé parce qu'il sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Il sent bien qu'il est dans la sauce. Il sent bien, mais il est en service commandé et ça peut pas se passer autrement. Bon, le niveau arbitrage, c'est la déception. Franchement, c'est la déception. Malgré la présence de la VAR, on a vu beaucoup de situations contestées et contestables. Et là, le journaliste sportif malien Mohamed Soumaré, en mission au Maroc pour couvrir la compétition, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel à Rabat. Les circonstances de son décès demeurent à ce jour non élucidées. D'autant plus que ce journaliste s'apprêtait à faire des révélations fracassantes sur les lobbies manipulant la première instance continentale du football. Apparemment, il avait des choses à dire par rapport à tout ce qui est corruption, apparemment match truqué entre l'Algérie et le Nigeria, et il a été retrouvé mort. C'est une blague? Apparemment, les caméras de surveillance de l'hôtel ne fonctionnaient pas. Un autre journaliste a également été retrouvé mort. 2 journalistes qui voulaient dénoncer des complots lors de cette CAN. Qu'est-ce qui se passe?
Mais derrière cette succession de décisions contestées, un nom s'impose désormais au centre de la polémique, celui du premier responsable du football, Omar Zane, devenu miraculeusement acteur des instances africaines et dont l'influence au sein de la CAF est jugée tentaculaire par de nombreux observateurs. L'autre problème qu'on a, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont être inféodés à Fawzi Legja, le président de la Fédération royale marocaine. Et en fait, comme tous les autres, Fawzi Legja, il a aussi des dossiers. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous de ce fameux dossier, lorsqu'il gère le club de Berkane, et on explique qu'il aurait mis un coup de tête à un arbitre éthiopien. Ça avait fait un grand scandale, etc. Et puis l'arbitre éthiopien, lorsqu'on lui a demandé de finaliser tout ça au Caire, il n'ose pas. Et il y a certaines personnes, si je vais au bout, ma carrière, elle est finie. Ça vous donne un peu une idée de la terreur, il n'y a pas d'autre mot, qu'inspire Fawzi Legja. Ces dérives prennent une dimension plus grave à la veille de la finale, après un communiqué de la fédération sénégalaise dénonçant des conditions de préparation jugées inacceptables, déplacements sans sécurité adaptés, absence de stade, d'entraînement confirmé à moins de 24 heures du match, des pratiques déjà dénoncées par le sélectionneur égyptien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes jours étaient en danger. Cette CAN 2025 met en lumière les magouilles du Maroc et l'injustice qui en découle. Si ces pratiques persistent, c'est tout le football africain qui en payera le prix. Et l'avenir des prochaines CAN risque d'être durablement compromis. Toujours à l'étranger, la cause sahraoui est plus que jamais au cœur des préoccupations des défenseurs des droits humains. En Espagne, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la spoliation des richesses et des ressources sahraouies par l'occupant marocain, appelant à l'application et au respect des décisions de la Cour de justice européenne Anis Chir. Malgré plusieurs décisions de justice européenne remettant en cause la légalité de l'exploitation des ressources de la Rast, l'Europe continue de sceller des accords avec l'occupant marocain pour profiter des richesses sahraouies. Ce pillage est fermement dénoncé par les Sahraouis et les défenseurs des droits humains. Les problèmes résultant du processus juridique initié en 2016 trouvent leur origine dans un litige opposant Union européenne d'une part et le Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, d'autre part. Dans ce contexte, l'Union européenne persiste à conclure des accords économiques avec le Maroc, ce qui constitue une violation des différents principes et décisions énoncées par la Cour de justice de l'Union européenne. Dans le cadre des journées de solidarité avec le peuple sahraoui organisées au nord de l'Espagne, le conseiller spécial du président sahraoui chargé du dossier des ressources naturelles, Oubi Bouchraya al-Bashir, a affirmé que ces accords ont un impact négatif sur le processus de règlement pacifique au Sahara occidental. Il a souligné que le régime du Merzan n'aurait pas pu continuer à financer l'occupation du Sahara occidental sans les revenus financiers provenant de l'exploitation du phosphate et des ressources halieutiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après un long parcours, notamment entre 2012 et 2016, le Front Polisario a engagé un processus visant à contester les différents accords économiques signés entre le Maroc et l'Union européenne, lesquels incluent le territoire du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. Face à la gravité de la situation liée à l'exploitation des ressources naturelles du peuple sahraoui, un appel a été lancé pour intensifier les efforts diplomatiques afin d'empêcher l'entrée des produits sahraouis sur les marchés européens. Dans la bande de Gaza, les bombardements se poursuivent malgré l'entrée en vigueur de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. L'occupation sioniste a intensifié ses bombardements hier à Razaville et à Khan Younes, alourdissant ainsi le bilan des martyrs. S'ajoutent à cela les conditions humanitaires désastreuses. Un nourrisson de moins d'un mois a perdu la vie en raison du froid glacial qui frappe la région. Walid Benouis.
L'entrée en vigueur théorique de la deuxième phase du plan de paix à Gaza est intervenue alors que la première phase du prétendu cessez-le-feu n'a jamais été respectée. Pas un jour ne passe sans qu'il y ait des martyrs. La violation quotidienne de la trêve a d'ailleurs fait 464 morts depuis le 10 octobre dernier. Même s'ils entretiennent le mince espoir de voir les armes se taire, les Palestiniens ne se font pas d'illusions. Avec l'installation de la Commission nationale transitoire qui aura pour mission de répondre aux besoins urgents de la population. Je pense que l'entité sioniste tentera d'entraver le travail de la Commission, car sa réussite entraînerait des conséquences politiques qu'elle préférerait éviter. Entre déplacements forcés et privations, les habitants tentent de survivre avec les moyens du bord. Ebou Yasser, déplacé du quartier d'Al-Nasr vers le camp d'Al-Rimel, au centre de Gaza, passe ses journées à réparer sa tente, déchirée lors des dernières intempéries. Une situation qui n'est pas prête à s'améliorer sans une solution concrète et un arrêt des agressions. Nous lançons un appel à la Commission pour que la priorité absolue soit donnée à l'hébergement des personnes. Nous avons tous vu ce qui s'est passé lors des dernières intempéries, des tentes inondées ou emportées par le vent. Nous espérons aussi que l'introduction des caravanes figure en tête des priorités. À Gaza, plus d'1 million de déplacés affrontent des conditions humanitaires extrêmes. Selon des sources onusiennes, la bande de Gaza compte plus de 60 millions de tonnes de décombres, dont l'évacuation pourrait prendre plus de 7 ans. Regardez la tente, regardez la misère dans laquelle nous vivons. Cela fait 3 ans que nous sommes dans cette situation. Où est la paix? Il n'y aura de paix qu'auprès de Dieu. Les attentes palestiniennes restent ainsi liées à la politique de l'occupant qui continue de faire fi du droit international. Revenons chez nous à la rencontre de Amel Dekar, une passionnée de photographie. Bien plus qu'un art, pour Amel, c'est une manière d'observer le monde et d'en relever l'émotion. À travers sa dernière exposition, elle a choisi de nous raconter la femme Tergui célébrant l'Asbeiba. Reportage de Faria Al-Hamdi. Elle ne chante pas, elle capture. Elle, c'est Amel Dekar, photographe, reporter d'art, qui a immortalisé à travers ses photos en noir et blanc l'Asbeiba, cette fête ancestrale profondément enracinée dans la culture touareg célébrée chaque année à Djanet. J'ai commencé la photo en argentique, donc la pellicule, la chambre noire, et c'est pour ça que j'ai un grand amour pour la photo en noir et blanc. Je voulais faire Djanet, mais en bivouac. C'est énorme, c'est très beau, c'est indescriptif. J'ai côtoyé les nomades, je ne dis pas que j'ai vécu avec eux, dans chaque séjour, je passe voir les nomades et discuter avec eux et passer un moment avec eux et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai appris la patience, j'ai appris à être plus calme dans mes décisions et beaucoup de choses. Amel Dekar explore des techniques photographiques variées pour souligner l'émotion, les lumières et les gestes créatifs des modèles. Je trouve cette exposition vraiment magnifique. Donc ça retrace très bien l'histoire et je trouve donc les œuvres vraiment magnifiques, exceptionnelles. Comme toujours, voilà, je trouve que toutes les belles expositions qui sont exposées ici à la librairie ou dans les musées de la Casbah, donc c'est enrichissant aussi pour le tourisme et pour nos cultures différentes dans chaque endroit. J'ai vu le travail d'Amel lors d'un vernissage, d'une exposition, et ça m'a interpellée, surtout le couple que vous avez en grande photo comme ça. Et je trouvais qu'il y avait, c'est vrai que c'est âme et mémoire, on parle aussi de notre patrimoine, de tout ce qui nous reste, mais la librairie se veut aussi un dépassement. Pour moi c'est une icône. C'est surtout la femme, bon l'homme aussi, mais la femme, et j'ai vu beaucoup de signes à l'intérieur. Cette photo, elle a un dévoilement. Donc c'était comme une icône actentielle, elle pouvait donner encore à notre époque, parce qu'il y a une grande civilisation à l'intérieur. Les chants féminins, lancinants et puissants, dictent le rythme. Les costumes, les bijoux d'argent, les voiles indigo
font de la Sbeiba un spectacle visuel et spirituel unique. Et avant de clore ce journal, zoom sur les innombrables atouts touristiques de notre pays, récemment mis en lumière dans un documentaire diffusé sur la chaîne YouTube True Global. Le documentaire met en avant le tourisme saharien, mais aussi les villes au patrimoine historique remarquable, comme Constantine ou encore Erdaya. Anis Chir. Tous ceux qui visitent l'Algérie sont unanimes à dire l'Algérie est un pays d'une beauté rare. Pourtant, il reste encore largement inconnu du grand public. C'est ce qu'a confirmé une chaîne YouTube internationale indépendante qui a consacré un documentaire à ce pays aux multiples facettes dont les secrets ne sont pas encore totalement révélés. Le documentaire met en avant des paysages sahariens parmi les plus spectaculaires du monde, aux villes chargées d'histoire comme Constantine ou Erdaya, illustrant la diversité naturelle et culturelle exceptionnelle du pays. Avec un patrimoine millénaire, des sites antiques, des oasis et des espaces encore préservés, l'Algérie apparaît comme une destination au fort potentiel touristique, loin des circuits habituels du tourisme de masse. De plus en plus de visiteurs étrangers témoignent de leur expérience sur place. Ils parlent d'un pays accueillant, marqué par la chaleur humaine et la générosité de sa population. Ce ressenti est également partagé par cette citoyenne américaine qui a souligné la beauté des paysages, la sérénité des déplacements et l'hospitalité constante rencontrée tout au long de son séjour. J'aime l'Algérie. L'Algérie est toujours dans mon cœur. Je suis ému maintenant. C'est un endroit merveilleux, avec des gens formidables. J'aime vraiment les jeunes en Algérie. Ils ont tellement de vitalité et le pays en lui-même est absolument magnifique. Il est très diversifié, du nord avec des villes comme Oran, Tlemcen et Alger, jusqu'au sud avec Tamanrast, Batna et Mdeya. Et partout entre les deux extrémités, il y a quelque chose de vraiment unique et de beau à propos de l'Algérie. Avec ses richesses naturelles, son héritage historique et une authenticité encore intacte, l'Algérie possède tous les atouts d'une destination touristique par excellence. À l'heure où de nombreux voyageurs recherchent des expériences sincères et durables, le pays s'impose comme une véritable terre de découverte, de rencontres et de partage entre paysages grandioses et patrimoine exceptionnel. L'Algérie ouvre la voie à un tourisme responsable, authentique et d'une rare beauté. Avec ses richesses naturelles, son héritage historique et une authenticité encore intacte, l'Algérie possède tous les atouts d'une destination touristique par excellence. À l'heure où de nombreux voyageurs recherchent des expériences sincères et durables, le pays s'impose comme une véritable terre de découverte, de rencontres et de partage entre paysages grandioses et patrimoine exceptionnel. L'Algérie ouvre la voie à un tourisme responsable, authentique et d'une rare beauté. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. Au revoir.